bfmbusiness.com. Toutes les émissions, toutes les interviews en replay, connectez-vous sur bfmbusiness.com. Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Bonjour, bienvenue à l'actualité de cette fin de semaine avec ce taux d'emprunt de la France absolument inouï. Jamais la France n'a emprunté aussi bon marché. Le taux sur le marché secondaire, bien sûr, le taux à 10 ans qui sert de référence est bien maintenant en dessous de 1%. Alors on sait bien qu'effectivement les investisseurs ne viennent pas acheter la France, qu'ils viennent acheter l'euro. Mais en tout cas, quel extraordinaire cadeau de Noël pour notre gouvernement. Un taux d'emprunt aussi bas, l'euro qui recule, le pétrole aussi qui atteint des niveaux que personne n'avait anticipés. En passant hier sous les $70 le baril après que l'OPEP a décidé de ne pas restreindre sa production et de laisser la production donc du cartel des 11 à 30 millions de barils par jour. Voilà, ces conditions absolument exceptionnelles, véritable cadeau de Noël. Ça peut permettre de faire des étincelles, ça peut aussi permettre de ne plus rien faire du tout. Également dans l'actualité, il y a ce rapport franco-allemand. Alors qu'est-ce qu'on a glosé sur ce rapport franco-allemand? Mais il semblerait qu'Emmanuel Macron ait d'ores et déjà enterré toute velléité d'appliquer le cœur des propositions, notamment celles concernant les salaires. Il n'y aura donc pas, selon Emmanuel Macron, l'obligation de négocier les salaires tous les 3 ans et plus tous les ans. Et puis il est hors de question, dit le ministre de l'économie, de modifier la formule qui permet de calculer l'évolution du SMIC. J'ai plein d'autres petits sujets dans ma besace, le chômage bien sûr. Ah et puis oui, l'histoire de Google, on en parlait hier, on n'en a pas parlé beaucoup et ça a un peu avancé dans la journée. Bonjour Valérie Rabault, rapporteur général du budget, député PS du Tarn et Garonne à l'Assemblée nationale bien sûr, député PS du Tarn et Garonne. Je me faisais la réflexion quand vous arriviez, ça y est, on a fini les lois de finances. Mais non, mais... Et il y a la loi de finances rectificative. Exactement, la semaine prochaine. C'est là en fait où on va combler les trous de l'année comme d'hab. Ça sert à faire un bilan. Est-ce que ce qu'on avait voté, ça correspond à la réalité? Est-ce qu'il y a des trous à boucher? Est-ce qu'on a trop dépensé? Est-ce qu'on a eu suffisamment de recettes? Il y a des mauvaises surprises? C'était la première fois qu'une loi de finances rectificative ne dégrade pas le solde, cher Nicolas. Qu'est-ce que vous voulez dire par dégrader le solde? Ça veut dire qu'en général, on constate qu'il y a moins de rentrées ou plus de dépenses. Généralement, et donc on fait un constat. Là, c'est pas le cas. Bon, donc plutôt pas de mauvaises nouvelles. Pas de mauvaises nouvelles. Bon, on va pas voter des impôts en loose day au mois de décembre pour boucler l'année. On vote pas des impôts en loose day au mois de décembre pour boucler l'année. Bon, c'est sympa. Ça commence bien cette émission. Bonjour Alexis Garklins. Bonjour Nicolas. Bonjour associé Date Advisory. Bonjour Bruno Van Rieb. Bonjour Nicolas. Président d'AvantQuest Software, président du collège d'éditeurs de logiciels au Syntec Numérique, membre fondateur de Croissance Plus. Est-ce que j'ai raison, Valérie Rabault, de dire que c'est une excellente nouvelle de voir que nous empruntons bon marché, mais que c'est pas le moment de laisser passer l'opportunité qui nous est offerte de manière inattendue par tout l'environnement qui ne dépend pas de nous, pétrole, niveau de l'euro et niveau des taux d'emprunt? Il faut faire attention au mirage. Je suis d'accord. Le mirage de la dette gratuite, oui. Oui, le mirage de la dette gratuite, le mirage du pétrole pas cher. Dans le fond, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a plusieurs conflits. Il y a une pression déflationniste partout. Exactement. Bon. Et ça, la déflation, c'est comme entrer dans un sable mouvant. Il vaut mieux ne jamais y entrer. Donc effectivement, on a l'impression qu'on paye la dette pas cher. On a l'impression que quand on va à la pompe à essence, effectivement, on paye pas cher. Mais ce qu'il y a derrière est peut-être plus dangereux que le mirage, que l'impression qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc il faut faire très attention. Et faire très attention, c'est bloquer toute possibilité ou en tout cas tout danger d'entrer dans la déflation. Et est-ce que l'exécutif est conscient de ce que vous décrivez? On peut s'imaginer que c'est la bonne aubaine, si vous voulez. Non, mais c'est la bonne aubaine, c'est-à-dire que quand on a des projets à mener, effectivement, si on peut emprunter pas cher, c'est effectivement la bonne aubaine. Le fait que la France ait beaucoup de dettes sous le pied quand elle paye pas cher les intérêts qu'elle doit aux gens qui lui ont prêté, c'est-à-dire aux investisseurs, c'est effectivement un avantage pour le budget de l'État. Mais attention à ce que ça signifie. Et je crois que, à titre personnel, je pense que c'est aussi partagé par un certain nombre d'économistes, le seul remède, c'est d'investir. Le seul remède, c'est d'investir. Parce qu'on a bien vu ce qui s'est passé avec le Japon qui a eu pendant 20 ans, qui a connu pendant 20 ans la déflation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y est entré, il n'a pas pu en sortir de manière rapide. Donc effectivement, cette déflation, il faut éviter d'y entrer. Éviter d'y entrer, c'est investir. Et on voit d'ailleurs que les deux éléments qui ont été déclencheurs du passage sous le 1% à 10 ans, c'était l'annonce d'une inflation à 0,5% au mois de novembre en Allemagne et l'annonce d'un baril de pétrole qui baissait après la décision de l'OPEP. Alexis Garklins, comment vous lisez cette actualité sur... Eh bien, je suis d'accord avec Valérie Rabault. Ah ben moi aussi. Voilà, donc désolé de ne pas rentrer dans la polémique. Ah mais il ne s'agit pas de polémiquer. Il y a le côté positif et le côté positif et il y a effectivement un côté plus négatif.
forcément le côté positif, on te dit c'est formidable, on a aujourd'hui des obligations à 10 ans qui se traitent, le rendement de ces obligations, parce que les prix ont monté, le rendement de ces obligations passe sous les 1%, et d'ailleurs on continue de baisser ce matin. Donc on est à 0,98. le signal peut être perçu quand on a 2000 milliards de dettes comme en France. On peut se dire finalement la dette va coûter moins cher, il y a un alignement des planètes, si en plus on rajoute à ça un pétrole pas cher, c'est plutôt positif. Derrière cela, le risque déflationniste, on vient de l'évoquer, est un vrai risque. C'est un vrai danger. Je regardais l'autre jour, il y a 4 ans, j'avais déjà écrit un article sur le risque du scénario à la japonaise pour la France et l'Europe. Et ce risque, il est lié à plusieurs facteurs. Il est effectivement lié à l'absence de croissance, une pression sur les prix, une démographie qui ne porte pas une demande structurelle vers le haut. Alors la France est plutôt préservée par rapport à d'autres pays en Europe sur ce critère-là, mais il y a un environnement qui est assez sensible et qui peut être dangereux. Il y a quand même un point qui vient se rajouter à cela. Vous avez évoqué les pressions à la baisse, notamment liées au pétrole, et également à l'annonce faite d'une inflation très très faible en Allemagne. Et un autre élément, c'est qu'il y a une anticipation aujourd'hui de la BCE sur une intervention potentielle à partir de janvier, avec le rachat de dettes d'État. On aura les détails la semaine prochaine, normalement. Donc il y a quand même cette anticipation-là. Aujourd'hui, cette baisse qui semble s'accélérer, elle est aussi liée à ce phénomène très conjoncturel, une anticipation d'un certain nombre d'opérateurs. C'est l'aléa moral poussé à l'extrême. C'est le fameux aléa moral. Alors, juste acheter de l'euro, plus jamais il ne sera en risque. Un dernier point quand même. Et là aussi, Valérie Rabault l'a dit, la déflation, c'est peut-être le phénomène le pire qui puisse exister. On est d'accord. Dans une économie, parce que la déflation, c'est quelque chose qui repousse les investissements et qui peut repousser aussi les décisions de consommation, parce que l'entreprise va se dire, au fond, j'attends que les prix soient plus hauts, donc tant qu'ils baissent, je n'investis pas parce que la conjoncture, l'environnement n'est pas favorable pour mes prévisions. Et le consommateur se dit finalement, je peux attendre une baisse des prix. On parle bien d'une baisse des prix généralisée. Oui. Quand on parle de déflation, c'est l'ensemble avec des conséquences sur les salaires. Le mal endémique de l'économie. Autant l'inflation, on peut traiter ça avec les hausses de taux ou les baisses de taux, autant la déflation, c'est très compliqué, notamment quand les taux sont à zéro. Bruno Van Riep, vous avez un petit complément de... Un complément, mais un complément qui ne va pas être technique, puisque nos spécialistes ont déjà dit tout ce que l'on pouvait dire sur le sujet. On a Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir quel impact ça peut avoir politiquement. Moi, je vais vous dire, je vois les choses à 2 niveaux qui n'ont strictement rien à voir. Le premier niveau, c'est... je voudrais rappeler que la dette, même quand elle n'est pas chère, même quand on paye extrêmement peu son taux d'intérêt, actuellement, le montant déjà existant de la dette et le taux de remboursement, même au taux dont vous parlez, qui sont extrêmement bas, mange quasiment l'intégralité des ressources disponibles de l'État pour arriver à investir. Donc, je voudrais quand même rappeler que la bonne nouvelle est une bonne nouvelle quand même ultra relative. Il faut quand même pas sauter au plafond. Et elle contient en elle une mauvaise nouvelle, parce que comme, effectivement, lorsqu'on fait des calculs avec un taux d'intérêt beaucoup plus bas, on se dit, tiens, on a un petit peu de marge de manœuvre. D'ores et déjà, sur 2015, je pense qu'on a un peu de marge de manœuvre par rapport au taux moyen calculé par l'Agence France Trésor. Ayant un peu de marge de manœuvre, vous connaissez la grande maladie de nos politiques depuis les 20 dernières années, c'est de se shooter à la dette plutôt que d'essayer de réduire les dépenses ou d'optimiser ou d'investir. On n'ose plus parler de cagnotte, mais c'est la même idée derrière. Voilà. Bon. Et donc, moi, ça me fait terriblement peur, cette bonne nouvelle. J'ai très peur qu'elle se transforme en mauvaise nouvelle, avec les chèques qui vont être émis à nouveau en disant on a les moyens. Ça, c'est quand même un premier point. Vu le déficit qu'on a... Mais vous allez réagir, Valérie Rabault. Est-ce qu'effectivement, ça va être la mouche tsetse de la fin du quinquennat? Voilà. Juste un deuxième point sur la déflation. Oui, je suis conscient que je suis un peu provocateur en disant ça, mais je me méfie beaucoup. Je me méfie beaucoup. Quant à la déflation, disons que ça s'est déjà vu. La déflation, je voudrais quand même dire autre chose. Allez-y. C'est également non technique. C'est que on parle macroéconomique, la déflation, donc on dit les prix baissent, etc. Je voudrais quand même rappeler que pour les êtres humains qui vivent dans les pays qui sont concernés, ce n'est pas le taux moyen d'inflation ou de déflation qui joue sur leur niveau de vie. Ça ne se passe pas comme ça. Vous avez des produits dont les prix baissent, vous avez d'autres produits dont les prix augmentent, et donc il n'y a pas cette déflation. Et donc il y a un point qu'on oublie en permanence par rapport à la déflation, c'est que vu de l'être humain qui consomme, vu des entreprises qui investissent, ils ont en réalité en période de quasi-déflation, où on s'approche de la déflation. De désinflation. De désinflation. On a des prix qui continuent de monter, dont on ne parle pas, des prix qui baissent massivement, et c'est la moyenne qui fait ça. Et donc il y a des effets pervers considérables, dont on ne peut pas parler. Je donnerai un exemple, encore une fois un peu bébête, mais c'est clair, on a parlé de prix qui montaient peu dans les années qui viennent, alors qu'en fait, c'est beaucoup de produits high-tech qui ont baissé considérablement, alors que le prix du lait et du beurre n'avait pas baissé dans les mêmes périodes. Et les prix de l'immobilier ont connu quand même une période assez douloureuse. Et cela, on ne les inclut pas en plus dans les calculs d'inflation. Il faut se méfier lorsqu'on parle de déflation
car déflation calculée ne veut pas dire déflation Oui, mais- réelle dans la vie. Valérie Rabault, Oui, Là, encore une fois, je ne suis pas technicien. Non, mais je suis Valérie d'accord avec Rabault, vous. allez-y. Mais le pire de la déflation, il y a évidemment ce message sur les prix. Mais ce message sur les prix, il induit une non-activité. Voilà, C'est-à-dire que c'est exactement ce que vous disiez. On se dit demain les prix vont baisser, alors on attend. Il vaut mieux ne pas faire aujourd'hui, puisque si on se dit que demain on va acheter quelque chose, ce sera moins cher. Et à force d'attendre, fige l'économie. on ne fait rien. Fige l'économie. On ne fait pas d'investissement, on ne fait pas d'achat. Et c'est ça le pire, parce que ça met une situation où il ne se passe plus rien. Si on regarde l'inflation sous-jacente, Valérie Rabault, donc en retirant les prix réglementés administrés par l'État et notamment le pétrole, on est quand même plus proche des 1% que des 0 en France. C'est ce que je voulais dire. Oui. C'est ce que Donc, on n'y est pas, on n'y est pas Le vrai total. mal, c'est le fait de ne rien faire. Oui, je suis d'accord. Et ça, Alors, c'est pour une économie, quand vous êtes sur un vélo et que vous pédalez plus, bah, vous tombez. ouais, c'est bien pour ça que heureusement que les chefs d'entreprise sont là parce qu'ils pédalent quoi qu'il arrive. Donc il ne faut allez-y, jamais- Alexis Karklins et Valérie Rabault. Donc sur l'impact politique que ça peut avoir, c'est quand même une vraie question. Ne jamais perdre de vue que quand on parle de déflation, c'est une chose. Quand on parle de taux d'intérêt aussi faibles que ceux que l'on constate aujourd'hui, c'est aussi un signe négatif parce que ça témoigne d'une aversion au risque qui est très forte. C'est-à-dire que quand vous avez de l'épargne, je parle d'une épargne au sens large, pas seulement en France, mais même mondiale, qu'elle s'investit dans des obligations d'État, Oui. ça veut dire qu'elle ne va pas sur d'autres projets. Elle va. En tout cas, pas indirectement. Et il y a cet afflux de liquidités qu'on retrouve aujourd'hui sur l'obligation d'État, qu'on a vu au Japon pendant 20 ans, et qu'on voit aujourd'hui sur la zone euro. Cet afflux de liquidités sur cette obligation d'État, cet afflux est lié en partie à l'aversion au risque. Il y a aujourd'hui, pour beaucoup d'investisseurs, une peur, une crainte, et la déflation va rajouter, ou peut rajouter à ce phénomène de reflux, et en tout cas de crainte d'un environnement économique qui va se dégrader. Cette aversion au risque, aujourd'hui, c'est une mauvaise nouvelle On pour vient chercher l'économie. la protection de la BCE. Quand on cherche la protection, ça veut dire qu'on n'a pas envie de prendre de risques. Quand on ne prend pas de risques, quand on n'a pas envie d'en prendre, c'est-à-dire qu'on n'investit pas. Et quand on n'investit pas, on a un vrai sujet sur l'emploi de demain. Parce qu'à la fin, on peut parler de tous les taux qu'on est en train d'évoquer. Le sujet, et on le sait Ouais. tous autour de cette table, c'est d'abord un sujet d'emploi. Comment on fait pour créer de l'emploi en zone euro aujourd'hui? Le mot déflation dépasse largement les prix. Derrière, il y a le crédit, il y a l'investissement, il y a l'embauche. Il y a un point sur ce que vient de dire Alexis. Bruno quand même, Van Riem. Il faut le comprendre, puisque quand on parle de là où va l'argent, par exemple dans les assurances vie, quand les gens les mettent sur des fonds en euros, ça fait des grandes masses d'argent qui sont plus ou moins investis dans... Enfin, plutôt presque moins que plus, d'ailleurs. moins investis et qui sont plutôt sécurisés. Je voudrais quand même rappeler, parce que on dit il y a la bourse et les actions, c'est les entreprises. En fait, si vous prenez sur les 10-12 dernières années, si vous prenez quelqu'un qui a juste mis son argent dans les fonds en euros assurance vie, vraiment comme ça, sans être intelligent, en ne faisant que ça, et vous comparez à celui qui a pris le risque de booster son patrimoine avec la bourse, où il y a eu peut-être eu 3 belles années, des mauvaises années, je vous assure que c'est celui qui a 12 ans, qui a laissé son argent dans l'assurance vie, qui est gagnant là aujourd'hui. Et donc, tout le problème, c'est qu'on va pas pouvoir revenir aux gens et leur dire c'est super les actions, parce qu'il suffit d'avoir des copains autour à qui on parle de ça et qu'ils le savent tous et qu'ils l'ont tous vécu. Donc la solution qui existe, la seule, mais c'est encore embryonnaire, c'est tous ces dispositifs qui sont autour des PEA, PME, PMI, tous ces dispositifs qui permettent d'orienter l'argent vers de l'investissement productif et de l'innovation dans les entreprises. Le problème, c'est que c'est minuscule, ça reste complètement embryonnaire, mais il n'y a que là, en fait. Parce que là, tous les êtres humains acceptent l'idée que de faire un investissement à risque, quand ils savent qu'ils font un investissement à risque, quand il est conscient, c'est-à-dire dire je prends tant parce que j'investis dans des jeunes entreprises innovantes pour éventuellement faire, excusez-moi de le dire comme ça, le jackpot, mais je sais que j'ai des risques de perte, tout le monde peut le comprendre. Ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, d'accord, c'est qu'il faudrait sortir des fonds en euros pour être dans l'investissement productif, dans des choses qui sont aveugles et déboîtoires qu'ils ne comprennent pas. Donc en fait, je pense que par rapport aux Américains que je connais bien... Vous voulez dire qu'un FCPI, personne ne sait Voilà. globalement ce qu'il y a Donc, dedans. par rapport aux Américains que je connais bien, les Américains ont une culture, quand ils placent leur épargne, de prendre une partie de cette épargne dans des choses qu'ils savent être risquées, sur lesquelles ils ne se font pas d'illusions, mais où ils espèrent gagner. Ils ne sont pas cette logique de équilibre prudent, dynamique, mettons... Oui, c'est vrai que les termes, les adjectifs sont un peu pipeaux. Ouais. Après, le gars qui s'intéresse un peu, c'est pas le Pérou quand même d'aller comprendre le niveau de risque par Ce que je rapport... voulais simplement dire, c'est que la culture des épargnants françaises n'incite pas non plus à aider à l'investissement, et c'est pas les assurances elles-mêmes qui vont régler le problème, ça on le sait, si elles ne sont pas forcées. Valérie Rabault, est-ce qu'il y a un risque de mouche tsetse du volontarisme politique parce que soudainement il y aurait une embellie venue de l'extérieur à la fois sur les taux, à la fois sur le niveau de la monnaie et à la fois sur le coût de l'énergie? C'est quand même, ça fait partie des scénarios possibles, en tout cas des questions qu'on peut légitimement poser. Attendez.
Quand on a un déficit à 87 milliards d'euros, il n'y a pas de risque de vouloir jouer à la cagnotte. Regardez, un petit chèque aux collectivités, une petite rallonge par-ci, une petite rallonge par-là. C'est pas un petit chèque aux collectivités. Encore une fois, si vous faites référence au discours du Premier ministre hier, c'est ça. au Congrès des maires, il y a l'idée que les collectivités... L'investissement, il ne faut pas opposer le public et le privé. Donc on doit avoir les deux. Oui, l'investissement public en France est l'un des plus gros, l'un des plus élevés de la zone euro. On est à 3% d'investissement public. Quand vous regardez, quand vous regardez le bilan de la zone euro, l'Europe a investi 2000 milliards d'euros par an. Bon, c'est à peu près le PIB de la France. Il y a une étude qui est sortie par un certain nombre de chercheurs qui dit on est en déficit d'investissement de 260 milliards d'euros par an. 260, plus de 13%. Zone euro, Union, Zone euro. Zone euro. Ça veut dire qu'on a quand même si le plan Juncker a été annoncé il y a 2 jours, et on pourra peut-être y revenir, ça veut dire qu'on est quand même en déficit d'investissement. Et on sait que vraiment le vrai moyen de ne pas entrer dans la déflation, c'est d'investir. Donc encore une fois, il ne faut pas opposer le public et le privé, on a besoin des deux. Bon, en tout cas, Non mais attendez, quand vous dites, je voudrais comprendre, parce que vous dites, on a un déficit d'investissement, c'est très clair. C'est public et privé, oui, c'est l'ensemble. J'ai bien compris, déficit d'investissement public et privé. Mais le problème, c'est que lorsque c'est le public qui décide d'investir, on sait quand même, enfin on en a un petit peu d'expérience, que c'est pas forcément des choix intelligents. Alors est-ce que je ne le prenez pas mal. Ce n'est pas forcément des choix intelligents. Pas toujours. Pas toujours. Ce que je voulais simplement poser, moi je vous pose une question à une spécialiste. Est-ce que finalement, même si les investissements sont mauvais, ce qui est important, c'est que c'est les 150 milliards aillent dans l'économie parce que quelque part ça diffuse, ou est-ce qu'il faut quand même que ce soit plutôt des investissements intelligents et sages? Et dans ces cas-là, désolé, c'est quand même le secteur privé qui est le plus à même de définir là où l'argent va être utilisé. Je ne sais pas ce que vous appelez des investissements intelligents et sages. Tout ce que je sais, c'est que dans ce qu'a annoncé le Premier ministre hier, le fonds qui va permettre notamment aux collectivités, enfin aux mairies d'investir, c'est qu'on veut le concentrer sur la rénovation énergétique. Sincèrement, quand vous refaites des bâtiments publics et que vous les aménagez un petit peu mieux qu'au départ, ce qui évite d'avoir une facture de chauffage ou d'électricité à la fin qui sont importantes, je pense que tout le monde y gagne en frais de fonctionnement. Pas de richesse. Oui, mais ça diminue les frais de fonctionnement. Ça diminue la facture énergétique. La facture énergétique et les frais de fonctionnement. Et ça, je crois fait travailler les secteurs d'activité. Ça fait travailler le BTP de manière intelligente, puisqu'encore une fois, si vous avez des fenêtres passoires ou si vous avez des fenêtres... Oui, on est bien d'accord, les bâtiments énergivores. Donc, on a reconcentré, réfléchi cet investissement sur un certain nombre de critères. Et ça, je trouve ça très bien. J'aimerais bien avoir l'avis d'Alexis, parce que moi, par tendance, j'ai toujours envie qu'on investisse plutôt dans l'entreprise qui va se développer. Après, ce qui est terrifiant, c'est quand on regarde les tendances des coûts de fonctionnement, des dépenses de fonctionnement des collectivités par rapport à l'investissement, où on se rend compte qu'il y a quand même une tendance inflationniste là pour le coup. Oui, il y a du 3%, 2,7%. 3%. Ouais, voilà. Et les impôts, ils vont faire 3,4 l'an prochain. Ils ont fait 3,3 cette année pour les collectivités. C'est ça la pause fiscale aussi. Quand on parle de l'investissement et qu'on oppose l'investissement public ou l'investissement privé, je trouve qu'il y a toujours... c'est un peu une facilité, parce qu'en réalité, on sait que les investissements qui ne vont dégager un niveau de rentabilité que sur le long terme. Et puis en plus, parfois, qui peuvent avoir des externalités positives, c'est-à-dire qui bénéficient à l'ensemble de la collectivité. Donc il est possible d'avoir, et d'ailleurs, c'est pas qu'il est possible, il le faut, une coexistence entre un investissement public qui, par exemple, dans les infrastructures, ou dans l'énergie, ou dans la transition vers le numérique, ne peuvent pas être portés que par un opérateur ou 2 opérateurs, une entreprise privée, parce que l'investissement est sur le long terme avec une rentabilité incertaine et qui ne peut être dégagé que, encore une fois, sur un horizon qui est au moins moyen terme et souvent à long terme. Donc là, c'est logique. Pour moi, c'est logique d'avoir la coexistence de cet investissement, disons, public, parce qu'il peut y avoir des exigences de rendement qui sont sur le long terme. Mais à côté de ça, il est évident que l'investissement public ne peut pas tout et qu'il faut un investissement privé soutenu, porté par des entreprises, ce qui veut dire d'avoir des projets et de donner cette facilité qui permette aux entreprises, faisant leur confiance, d'investir sur des projets où là, la rentabilité peut venir plus vite. On va marquer une pause, on en dira un mot dans un instant. C'est un peu la logique qui préside au plan Juncker, puisque justement, si on veut créer un effet de levier aussi important, il faudra qu'il y ait un intérêt, une rentabilité, un avenir à ces projets, avec un peu de visibilité sur la date à laquelle ça va payer. Sinon, il n'y aura pas un copec d'effet de levier, et ça ne se produira pas. On marque une pause. Dans un instant, on reviendra donc sur cette question-là. Et puis, on va aussi parler donc de ce rapport franco-allemand, qui est d'ailleurs concomitant au plan Juncker. Il semblerait qu'il ne va pas se passer grand-chose. Les armoires normandes sont encore bien calées. À tout de suite.
Sur BFM Business, on fait le point sur le trafic et sur la météo en Ile-de-France. Ce sera assez agréable aujourd'hui. La grisaille va se morceler. On va retrouver des éclaircies cet après-midi et surtout la douceur va encore s'accentuer. Vous aurez 16 degrés aujourd'hui à Paris et du côté des Tempes, il fera 15 à Évry, à Versailles ou encore à Rambouillet. Ce beau temps doux va persister tout au long du week-end. Niveau circulation maintenant, la tendance est plutôt à l'amélioration. Il y a toujours ces 2 accidents au nord sur la 86 en chaussée extérieure. Le premier c'est à hauteur de Rosny-sous-Bois, le second à hauteur de la Courneuve. Cette fois-ci, on bascule à l'ouest de la région. Il y a quelques ralentissements sur la 13 en direction de Paris, de Rocancourt jusqu'à Vaucresson. Plus au sud, sur la 6A en direction de la capitale, de Vissou à la Porte d'Orléans. Il faut compter 20 minutes actuellement. On termine sur le périphérique. Ça coince notamment en chaussée intérieure pour aller de Bagnolet jusqu'à la Porte de Bercy. Vous mettez un quart d'heure actuellement. En extérieur, d'Auteuil à la Porte d'Orléans, comptez 20 minutes. Bonne route à vous. Découvrez ces femmes qui innovent dans la rencontre des femmes entrepreneurs avec GDF Suez. Depuis son enfance, Aude Perrault-Chalaron baigne dans l'encre. En 2000, avec son frère, elle reprend Publitex, l'imprimerie de son père à Brest. Alors on a repris l'affaire parce qu'on a été, je crois, pris dedans quand on était tout petit. On a été très motivés par notre père. Le fait de travailler avec mon frère était très très motivant. On a réussi à être complémentaires. Son frère s'occupe de la gestion, tandis qu'Aude gère un solide service commercial. L'affaire familiale atteint cette année 8 millions de chiffre d'affaires. On a réussi à développer le chiffre d'affaires justement en sortant de la Bretagne et en ayant un marché national. On n'a pas hésité à être les premiers à investir en numérique, en sérigraphie et vraiment avoir un parcours industriel. 6 machines d'impression maintiennent la cadence de production d'affiches publicitaires. 2000 clients font régulièrement appel à Publitex, aujourd'hui leader en France. On investit en pérennisant notre parc machine, en s'orientant principalement vers le numérique. Cette année, on a déjà rentré 2 machines supplémentaires et on va bientôt, en début janvier, en rentrer 2 autres. Donc on est le seul imprimeur en France à avoir cette force de frappe aussi importante. Le rendement, déjà 1 millier de tonnes de papier par an, devrait augmenter de 20% en 2015. C'était à la rencontre des femmes entrepreneurs. Avec WBMI, Premier réseau bénévole d'accompagnement des femmes entrepreneurs. c'était à la rencontre des femmes entrepreneurs avec GDF Suez, acteur mondial de l'énergie. Dans vos pâtes, vous voulez un peu de gruyère? Oui. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Mets les verres. Comme ça, ils vont les partout. Ouais, mais dans la Chaque année, les banques alimentaires récoltent de quoi nourrir plus d'1 400 000 personnes. On va te servir dans le frigo. Sans cette nourriture, la vie s'arrête. Les 28 et 29 novembre, donnez. Les marchés avec CMC Markets. Trading de CFD sur action, Forex et indices. Les marchés avec Antoine Larigauderie et on parle des taux. Des taux. Rendement des fameux taux longs. Les taux longs qui ont tendance à remonter un petit peu. On a eu une chute spectaculaire sur la première heure de cotation tout à l'heure. Là, ça a tendance à remonter. La dette française est toujours sous 1%. Mais 0,98,9, on était à 0,97,9 il y a une petite demi-heure. La dette allemande remonte légèrement au-dessus des 0,7%. Mais très très clairement, il y a une volatilité assez spectaculaire sur les rendements des dettes des pays de la zone euro, notamment sur les échéances 10 ans. À noter sur le marché action qu'on est passé dans le rouge, à moins 0,31% pour le CAC 40, 4368 points. Ce sont évidemment les valeurs pétrolières qui pèsent le plus sur l'indice. Total signant la plus forte baisse à moins 3,5%, 44,31 €. Baisse des cours du brut spectaculaire, hier notamment pour le Brent, du côté des $70 le baril. Il y a aussi un abaissement de recommandation de Nomura sur Total. On a Technip qui recule de 3%. Concernant Total, on perd quasiment 10% sur le début de la semaine. Donc l'addition commence à être salée pour tout le secteur pétrolier, parapétrolier aussi, puisque Valourec signe la plus forte baisse du SRD à moins 5,2%. Morel et Prom qui est pas très loin à moins 3%. Sinon les titres qui restent en hausse, on a Gemalto plus 1,18
0,78, Kering plus 0,76, Accor plus 0,71. Puis noté Hermès qui gagne pas loin d'1%, plus 0,94% à 268,15 € avec un relèvement de recommandation sur plus d'objectifs de cours de Brian Garnier, légèrement au-dessus des 300 € comme objectif de cours sur le titre Hermès qui était à 268,15 €. Donc le CAC moins 0,32, l'euro 1,2439 $. BFMbusiness.com. Toutes les émissions, toutes les interviews en replay, connectez-vous sur BFMbusiness.com. Nicolas Dose et les experts sur BFM Business. Nous revoilà avec Valérie Rabault, rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale, les députés PS du Tarn-et-Garonne. Alexis Karklins, associé Date Advisory, Bruno Van Riebel, le président d'AvantQuest Software, également président du collège éditeur de logiciels au Syntec Numérique, membre fondateur de Croissance Plus, et tout récemment décoré de la Légion d'honneur. Alors, les réactions des auditeurs. Jérôme dit, vous nous parlez du pétrole, mais à la pompe, ça baisse beaucoup moins. Et voilà, il a le sentiment que le consommateur ne bénéficie pas du recul des prix du brut. Il faut savoir que sur le litre de carburant, à peu près 70-75% sont des taxes. Donc automatiquement, l'impact pur du brut n'est pas le même sur le litre de carburant, principalement composé de taxes que de brut, globalement. Sur un litre de sans-plomb à 1,50, on a à peu près 90 centimes de taxes. Bon. Ça, c'est pour vous, Valérie Rabault. Eric, pour investir, il faut du capital. Avez-vous conscience de l'aberration de la fiscalité du capital, demande Eric. C'est vrai que l'investissement est quand même nourri par une matière première qui s'appelle le capital. Et il y avait ce fameux article 6 du budget 2013 qui a voulu aligner la fiscalité du capital sur celle du travail, ce qu'aucun économiste de gauche ou de droite n'arrive à justifier. Mais ça, c'est le rendement du capital, c'est pas le capital. Ce dont vous parlez, c'est bien les dividendes et les intérêts qui sont taxés comme un euro de travail sur le capital, sur toutes les plus-values, notamment de cession quand on fait des entreprises. Certains, notamment Xavier Niel, ont indiqué que la France était un paradis fiscal en la matière, donc je me permets de le citer. Bon, vous achetez, Alexis Karklins, la... Alors, j'ai bien vu la déclaration de Xavier Niel, et tant mieux, c'est très bien de... Xavier Niel dit qu'on est très bon pour les maternités et les maisons de retraite. C'est la résidence principale qui pose le plus de problèmes. Non, on parlait aussi du capital, des plus-values quand on cède une entreprise. C'était le moment où il ouvrait aussi la halle Fraissinet, donc il fallait en plus rappeler que la France était une nation start-up et que c'était important de montrer qu'on pouvait investir chez nous. Donc il y a aussi une logique, il y avait entre guillemets un plaidoyer pro domo. Ça fait longtemps qu'il le martèle, ça fait longtemps qu'il dit qu'effectivement on est l'Eldorado de la création d'entreprises et de la start-up. Que la France soit une terre où on peut encore investir, heureusement. Voilà. Il y a une réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu des études comparatives qui montrent qu'en matière de taxation des plus-values, on a un système qui est compliqué, qui est... Alors c'est vrai qu'il est compliqué. La durée de détention, le niveau qu'on détient... je suis d'accord, c'est vrai. Il y a un certain nombre de critères, il y a un arbre de décision. Il faut voir l'arbre de décision de la taxation des plus-values en capital en France. C'est un arbre de décision qui est probablement en Europe le plus complexe. Je ne connais pas toutes les législations, mais je l'ai comparé avec une dizaine de pays. On a le système le plus complexe. Donc là, il y a un vrai effort à faire. Il est vrai que dans certaines conditions, quand on remplit un certain nombre de critères, on arrive à des systèmes qui sont plus favorables. Maintenant, le problème, c'est que c'est la perception. Vous voyez, on peut se dire ce qu'on veut. La perception, y compris chez les entrepreneurs français, c'est que ça reste un pays où il est difficile d'investir. Donc c'est très important d'avoir des gens qui continuent de marteler que la France n'est pas un pays foutu. J'espère qu'on y reviendra tout à l'heure. Alors, d'abord, qu'on évacue ça une fois pour toutes. Je suis contre le French bashing, je ne participe pas à ça. J'ai jamais envisagé de partir à l'étranger pour les avantages fiscaux que ça peut. Sans faire du French bashing, on n'est pas forcément d'accord avec tout quand même. Il ne faut pas que ce mot French bashing devienne l'interdiction de discuter de tout sujet. Par contre, ce que je voudrais dire, que les choses soient parfaitement claires, je suis en désaccord profond avec mon ami Xavier sur le sujet, d'accord. Niel donc, patron d'Iliade. Effectivement, depuis plusieurs années, sur les startups, un travail vraiment très sérieux est fait, de plus en plus, ça remonte à longtemps depuis les jeunes entreprises innovantes et autres, pour rendre l'environnement favorable aux startups. Ça remonte même lorsque j'étais président de Croissance Plus en 98-2000, lorsqu'on a fait voter, d'abord par Denis Père et moi qui les ai fait attendre à 15 ans, les BSPCE. Donc, les startups, les bons de souscription pour les créateurs d'entreprises. Donc, je connais un peu le sujet. Donc, ça, je ne le discute pas. Le sujet n'est pas là. Je vais vous donner un exemple. On est encore en train, là, j'espère que ça va marcher, Madame Rabault, et j'espère que ça passera, et j'espère qu'il n'y aura pas de modification de dernière minute. On est en train de faire passer, suite à un travail, il faut le dire, de lobbying intense depuis plus d'1 an et demi auquel je participe sur l'actionnariat salarié, quelque chose qui fait qu'on peut partager sa richesse avec ses salariés. Aujourd'hui, les actions gratuites,
je vais pas vous faire là le cours sur le sujet, on monte jusqu'à 75% d'imposition. 75%. Les entreprises ont cessé de les donner, alors qu'on nous rabat toute la journée qu'on doit être comme la Silicon Valley, que c'est ça le bel exemple. Et en réalité, on n'a jamais constaté que dans la Silicon Valley, par exemple, nous avions 80% des entreprises qui utilisaient l'actionnariat salarié pour partager la richesse. C'est un exemple. Deuxième exemple, et j'aurais terminé. On parle de l'impôt de solidarité sur la fortune. À titre personnel, je connais quand même des entrepreneurs, je connais quand même des gens qui ont un petit peu d'argent, d'accord ? Et je peux vous dire que l'impôt de solidarité sur la fortune, qui taxe des biens qui parfois ne rapportent rien, ne rapportent pas d'argent, amène des gens, et on ne va pas les plaindre, on parle de gens riches, on est bien d'accord, pas d'effet pervers dans ce que je suis en train de dire, ils sont obligés de vendre des actifs pour payer leurs impôts chaque année, ça les fout en l'air complètement, c'est pour ça qu'ils envisagent de quitter le pays, c'est pour ça parfois ils n'investissent pas, c'est pour ça qu'ils font du French bashing. Oui. Donc oui, il y a peut-être des dispositions qui marchent bien, mais il y a des grands totems en France, des totems sur un certain nombre de sujets de taxation délirants, qui crée une ambiance délétère et qui n'incite pas les gens à investir. Le problème, c'est que ça concerne souvent des gens riches, comme quand Denis Père est parti en Belgique quand il avait plus de 100 millions d'euros de cession de plus-value à éviter, d'accord ? Et donc, ça ne fait pleurer personne, mais personne n'a compris, malheureusement dans ce pays, que les gens riches, lorsqu'ils investissent, créent de la richesse pour tout le monde. Voilà. Il y a un phénomène qui aurait un effet absolument nucléaire sur l'opinion publique française, mais c'est de la fiction pure. On imagine, vous avez le tandem Simoncini, Grandjean-Niel qui dit on part tous les trois en même temps. Alors là, là ce serait un truc nucléaire. Mais bon, ça n'est pas du tout d'actualité. C'est de la fiction de la part de Dose. D'abord, ça n'arrivera jamais, ils n'en ont aucune intérêt. Non, mais je sais, absolument. Il y a une question qu'un journaliste avait posée une fois à Marc Simoncini, que je connais aussi très bien et qui a beaucoup d'humour. Et on lui demandait, mais finalement, comment vous positionnez en tant que patron ? Parce que les patrons sont souvent de droite, quoi. Donc très libéral, etc. Il a répondu en rigolant. Vous savez, quand on fait ce que je fais et qu'on reste en France, c'est sûrement qu'on est un peu de gauche. Ça m'a fait beaucoup rire. Je me souviens effectivement de cette formule. Réaction de Gilles. Tous les prix baissent, sauf ceux des produits que j'achète. Métro, timbre, cigarettes, alimentation, EDF, GDF, plus impôts, plus taxes divers. Voilà, le reste à vivre continue de diminuer, cherchez l'erreur, écrit-il. Ouais, ce sont les prix réglementés. Il y a beaucoup de gens qui doivent penser comme lui. Bernard, pourquoi ne pas renégocier la dette avec des nouveaux taux aussi bas ? Ça, c'est jouable, ça, Alexis Karklins, de se dire que sur la dette publique, on pourrait faire comme on fait sur une dette privée. C'est ce qui va se passer, des nouvelles tranches. C'est ce qui se passe. Il y a de nouvelles tranches qui vont arriver. Des nouveaux emprunts qui vont se faire dans les mois qui viennent, vont se faire à des taux beaucoup plus bas. Un mot sur la grève des patrons. Je ne sais plus quelle est votre position là-dessus, Bruno Vandry, mais rapide, parce que là, on a le mouvement qui se dessine pour la semaine prochaine. Le point d'orgue, ce sera à Lyon mercredi prochain. Je déteste ça. Bon, d'accord. Je le dis très sincèrement. J'ai jamais marché dans le fait que les patrons se mettent à jouer avec les mêmes armes et les mêmes langages que ceux qu'on a critiqués et reprochés en face. Je n'aime pas. Je pense qu'on a la possibilité de s'exprimer différemment. Je pense qu'on a la possibilité de faire passer les messages. Il y a des associations justement hyper efficaces. Il n'y a pas que le MEDEF, d'accord, qui font passer les messages. Je veux dire, moi j'ai quand même été dans 3 associations, Croissance Plus, Middle Next et aujourd'hui Syntec Numérique. Et je peux dire que quand on fait un travail de fond, on arrive à faire passer les messages et tout. Je pense que faire du populisme comme ça, c'est pas très efficace. Je vais vous donner un exemple. Je me rappelle à l'époque, j'avais bossé avec le MEDEF sur l'histoire des 35 heures, d'accord. On avait essayé de négocier, etc. Ça n'avait pas marché avec le cabinet de Martine Aubry. Moi, j'étais chez Croissance Plus. Il y a eu un grand raout porte de Versailles. Il y a eu 20 000 patrons gueulés. J'y avais participé en disant Martine Aubry, les 35 heures, machin, etc. Ça n'a rien changé. Ça ne nous a servi à rien. Ça ne nous a rien amené. On n'a pas trouvé la méthode. Une image dégradée, on n'a pas trouvé la méthode et on s'est bouffé les 35 heures qu'on paye encore aujourd'hui, qui est la pire connerie de l'histoire de France. D'accord. Et on le referait plus si c'était à refaire. C'était une idée de campagne qui ne devait pas voir le jour à l'origine. C'est pas avec des manifestations. C'est pas avec des manifestations de patrons qu'on aura évité les 35 heures. Il fallait trouver une autre méthode. Au-delà de la puis les comptes de pénibilité, ils seront là le 1er janvier, qui est manif ou pas. Donc voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est au-delà de la manifestation, de la grève. Alors quelle forme ça prendra, on verra bien. Ce qui est intéressant, c'est que vous prenez aujourd'hui toutes les organisations d'entreprises patronales qui parlent de leur ras-le-bol. C'est-à-dire qu'il y a un vrai ras-le-bol, il y a une perception, il y a un ressenti de ras-le-bol. Et alors ce ras-le-bol, il est complexe parce que il date pas d'aujourd'hui, il date pas d'il y a 2 ans. C'est un ras-le-bol qui s'est accumulé sur les années. Je pense qu'il y a, et Valérie Rabault le sait très bien, il y a un rejet général du politique et il y a donc à la fois un sentiment qu'aujourd'hui
d'une façon générale, le monde de l'entreprise est un monde qui n'est pas compris, même si dans les discours, même si dans les propos, même si dans un certain nombre de mesures, on essaye de rassurer. Et je peux pas, même le gouvernement actuel en fait beaucoup en expliquant, mais non, nous sommes pro-entreprise, etc., etc. Il y a quand même un ras-le-bol. Il y a un sentiment qu'aujourd'hui, la France est un pays où il est difficile d'investir, de vivre, d'employer, de recruter, de licencier. Donc voilà, il y a Généralement, c'est sentiment général, mais pour mon cas personnel, ça va souvent. Mais voilà, c'est ce qu'on entend. Est-ce que moi ça va, mais alors le pays ça va pas. Non, alors c'est souvent ça les résultats. Je ne pense pas que la manif et la grève soient la bonne chose, mais ce qui est au-delà de cet aspect, j'ai aussi entendu et j'ai lu notamment un certain nombre de déclarations que j'ai trouvées intéressantes, que ce soit d'ailleurs de la CGPME et pas que du MEDEF, mais aussi du MEDEF quand même, qui disait aujourd'hui on a un sentiment qu'il y a un décalage, et ça c'est du court terme, c'est pas du structurel, il y a un décalage entre des paroles et les actes. Dans les paroles, on nous dit on est pro-entreprise, on va baisser les cotisations sociales, on va faire des avantages fiscaux qu'on va pouvoir... on a mis en place le CICE, etc. Dans la réalité, on voit nos prélèvements continuer d'augmenter, et c'est pas depuis 2012, hein. Depuis 2010, on a dit il y a plus de 30 milliards, le MEDEF a dit plus de 30 milliards de prélèvements entre 2012 et 2014. En ajoutant qu'il faudra attendre 2017 pour avoir retrouvé le niveau de... Il y a des mots aujourd'hui, j'ai déjà évoqué ici sur cette antenne, il y a des mots qu'on ne pourra plus utiliser. Le mot réforme, le mot pacte, le mot choc, le mot choc de simplification, pacte de responsabilité, on n'en peut plus. Et là, on est encore reparti dans cette logique. On parle du choc de simplification, et vous avez des chefs d'entreprise qui vous disent dans le même temps, on va mettre le compte pénibilité à partir de janvier prochain. Bon voilà, donc il y a un décalage, et ce décalage-là, il se manifeste dans cette envie de dire stop, ras-le-bol, il faut autre chose. On passe au rapport franco-allemand. Est-ce que vous êtes du même avis que Emmanuel Macron? Alors ce rapport, globalement, je vous le fais très court, il veut toucher aux 35 heures, il veut toucher au CDI surprotégé, il veut remettre la formation professionnelle sur la table, remettre la question de l'indemnité chômage, en évoquant le fait qu'elle ne doit pas inciter à ne pas chercher. Hein. Et il va même jusqu'à utiliser cette phrase, il faut revoir la représentation des salariés au sein des entreprises de plus de 50 et de moins de 50, de manière à pouvoir favoriser l'adoption de mesures défavorables aux salariés. C'est-à-dire que c'est dérangeant. Et puis après, il y a la question des salaires. Niet, a dit Emmanuel Macron. Le truc a été donc franco-allemand pour la première fois, et il ne veut pas qu'on touche au SMIC, au calcul du SMIC, et il ne veut pas qu'on revienne sur les lois Auroux qui, depuis 1982, imposent une négociation salariale forcément une fois par an. Est-ce que vous pensez qu'il fallait tout de suite enterrer le rapport Pisani-Ferry-Enderlin, Valérie Rabault? Je ne connais pas la lettre de mission qui avait été donnée à ce rapport. Ce que je constate, c'est que c'est un rapport défensif et pas offensif. Il se présente comme étant l'inverse, justement. Il se présente comme étant offensif, puisque sur les 35 heures... Absolument pas offensif. Quand on est offensif, on travaille sur la première ligne d'un compte de résultat d'une entreprise, c'est son chiffre d'affaires. C'est comment on augmente le chiffre d'affaires des entreprises françaises et allemandes dans un environnement européen. Et ce rapport est défensif parce qu'il traite de lignes de compte du résultat qui sont bien après. Et si on n'a pas la première ligne qui est le chiffre d'affaires, on peut toujours gloser sur tout un tas de trucs, on n'aura pas de résultat. Mais donc, le problème, c'est que cette question des salaires devient centrale, et même Mario Draghi, qui sort de son rôle à Helsinki, a dit les pays doivent s'ajuster par le salaire. Ça devient une pression. D'accord, mais on peut toujours s'ajuster par le bas. On peut aussi avoir un peu d'ambition en France et pour l'Europe, et de dire comment on travaille notre chiffre d'affaires. Quand on est un vrai chef d'entreprise, on se pose la question de savoir comment on va chercher des marchés, comment on va chercher du chiffre d'affaires. C'est la question de la productivité, c'est la question de l'invention, c'est la question de la créativité. Oui. Je suis désolée, quand on est numéro 3 en termes d'innovation mondiale, on devrait être un tout petit peu plus ambitieux sur la manière de créer du chiffre d'affaires. Alors je vous pose la question tout de suite, pourquoi est-ce qu'on continue dans tous les dispositifs positifs que l'on met en place, CICE ou pacte de responsabilité, à cibler les bas salaires, ou en tout cas à cibler la masse salariale? Pourquoi est-ce qu'on ne décide pas d'utiliser ces montagnes d'argent pour cibler l'investissement? Pour une raison très simple. Les profits réinvestis. Pour une raison très simple, c'est qu'effectivement, on a un chômage massif et qu'à très court terme... Ah oui, à court terme, oui. Non, mais je suis d'accord. Je le redis, à très court terme, ce qui fonctionne le mieux, c'est d'agir sur les personnes qui ont les plus bas salaires. Oui, je sais, c'est vrai. Donc voilà, il y a ces deux contingences-là à résoudre. Mais dans ces cas-là, on ne présente pas une politique de compétitivité si c'est une politique de l'emploi. Si c'est une politique de l'emploi des sous-qualifiés, autant le dire tel quel et pas présenter ça comme un choc de compétitivité qui n'en est pas un. Ce n'est pas effectivement un choc de compétitivité. On est d'accord. Nicolas. Merci pour votre franchise, Valérie Rabault. Mais vous savez très bien que je ne vous fais pas la langue de bois. Non, mais je suis exaspérée de voir que des experts qui sont brillants ne se concentrent jamais sur la première ligne du compte de résultat qui est le chiffre d'affaires. Bon, Alexis Karklins et Bruno Van Driel, j'avais pas du tout pensé à cette lecture-là pour ce rapport. Elle m'intéresse. Comment vous réagissez? Alors,
Alexis Karklins. Le rapport bashing, d'une façon générale, c'est aussi très facile. C'est-à-dire qu'on vous dit, encore un rapport qui va finir dans un placard ou sur une. J'ai lu ça ce matin. Je l'ai fait, moi, dans mon teasing. Voilà, donc on le dit. De toute façon, encore un rapport de plus. Il y a une armée de. Mais ça aussi, ça s'est déjà vu, Alexis. Il y a des raisons quand même. Oui, mais si on peut toujours se dire c'est nul, ça sert à rien. Non, moi j'ai dit que Et on peut essayer de regarder ce qui est intéressant. D'abord, les deux personnes, vous l'avez rappelé, Pisani-Ferry et Enderlin, sont des gens qui ont une sensibilité. Il faut le dire, sont des gens proches de lui. Centre-gauche. C'est du Delors. Ouais, c'est du Delors. Les deux d'ailleurs, Enderlin est directeur général de l'Institut Jacques Delors. Oui, et puis il a été conseiller au moment de la création. Une forme, c'est important parce que les gens qui écrivent un rapport, ils ont aussi leur façon de penser, de voir l'économie. Donc, bon. Moi, je pense que si. Je comprends le point de dire il n'attaque pas la ligne tout en haut, le chiffre d'affaires. Je comprends ce point-là. Le problème, c'est qu'un politique, il est toujours mal placé. Ou un rapport à vocation politique, même si ce sont des économistes, ils sont toujours mal placés pour dire comment on fait pour améliorer la top line. La top line étant, je veux dire, le chiffre d'affaires. C'est pas facile parce qu'en réalité, c'est pas tellement le politique. Il peut jouer, mais c'est d'abord dans l'entreprise que se joue la top line et c'est là où il se jouent les grands enjeux. C'est là que se joue aussi la hausse ou la baisse des salaires, ou le gel des salaires. Il y a un point très important, c'est que le rapport que j'ai lu, ça fait 52 pages, c'est assez dense, que j'ai eu le bonheur de lire hier soir. Ce rapport nous dit, certains parlent d'une politique de l'offre, d'autres parlent d'une politique de la demande, ou d'autres mettent les problèmes de l'Europe sur la fragmentation dans l'Union européenne. Eh bien, en fait, ce sont les trois. C'est les trois dimensions qui comptent. Il n'y a pas une politique de l'offre et pas de politique de demande. Il faut combiner les trois. Et en fait, le rapport parle des trois sujets. Il ne parle pas que de la productivité. C'est vrai que nous, on a retenu ça parce qu'en France, ça attaque sur des sujets. Vous savez, l'histoire du SMIC qu'il faudrait retravailler. Ou ne plus le faire coller à l'inflation, mais à la productivité. Ou alors la flexi-sécurité. Ça concerne quelques paragraphes en réalité. L'obligation de négocier les salaires sur du triennal et plus sur du annuel, c'est 2 paragraphes sur 52 pages. Oui, mais ce sont des changements lourds. Oui, peut-être. Mais il y a la notion de réforme. Il y a aussi la notion d'investissement qui est évoquée dans le rapport. Il y a toute une partie, la partie d'investissement est au moins aussi longue que la partie réforme du marché du travail en France. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'un rapport qui aurait pu dire l'Allemagne c'est génial, la France c'est nul, dit la France aujourd'hui a des problèmes à court terme mais des atouts à long terme, l'Allemagne est dans une situation favorable à court terme, mais a des enjeux et des défis à long terme. Ça, c'est très intéressant. Et comme quoi, il ne faut jamais n'en rester qu'à l'article qui vous résume le truc, il faut toujours aller voir la source. Allez-y, Bruno Van Riem. Alors, très simple. D'abord, moi, je n'ai pas lu le rapport, donc je vais bien me garder de faire une critique ou un avis sur quelque chose que je ne connais pas. C'est le premier point. Deuxième point, je voudrais juste revenir sur cette histoire de baisse des salaires ou de contrôle. Là, c'était l'histoire, c'était de geler, c'était pas de baisser. D'abord, on reste dans une logique, excusez-moi de le dire comme ça. D'appauvrissement. On reste dans. D'abord, non, c'est même pas ça. Il y a 2 pensées qui me gênent, moi. La première pensée, c'est une logique d'économie administrée, où on pense qu'on va pouvoir contrôler. C'est la même logique que le SMIC, c'est l'économie administrée, ce que je déteste. Le SMIC est administré, pas les salaires. Voilà. Et la deuxième logique, c'est de dire ce qui a marché en Allemagne, puisqu'il y a eu modération salariale, mais marché chez nous, alors qu'on oublie qu'il y a 290 choses qui nous différencient entre l'Allemagne et la France. Et puis c'est pas la même époque. Et que nous ne sommes ni à la même époque et ni dans le même contexte. Et donc je trouve ça un peu ridicule. Par contre, je crois profondément et depuis très longtemps, et je ne me prononcerai pas pour l'Allemagne et pour les autres pays, que sur les salaires, le transfert de charges sociales et charges patronales depuis les organismes qui sont payés dans la poche du salarié est pour moi quelque chose d'essentiel qui changerait complètement la face de notre économie. L'écart brut net, voilà. C'est ça votre histoire. Et attention, je ne suis pas en train de... Je ne suis pas en train de dire comment on le résout, parce qu'il y avait des solutions qui avaient été proposées, comme la hausse de la TVA à un moment, considérée à gauche comme un impôt injuste, que personnellement je n'ai jamais considéré qui a été mis en place par la gauche pour financer le CICE. Quand le niveau d'imposition est suffisamment élevé, il n'est pas injuste après de répartir également. Quand on sait aujourd'hui qu'en France, la moitié des Français ne payent pas d'impôt, le fait que la TVA soit là, de toute façon, c'est un impôt et c'est à ça qu'il sert. Donc j'ai toujours cru en ça, et je pense que ça, c'est vertueux, parce que vous donnez aux gens plus de contrôle sur leurs dépenses, ce qui leur permet, eux, de se sentir plus riches et d'être consommateurs. Et la célèbre relance parce que la consommation se fait toute seule. Vous donnez aussi un sentiment au niveau des salaires que l'argent est mieux réparti. Et pour terminer là-dessus, je voudrais quand même rappeler, parce que je ne parle pas de nulle part, sinon on peut dire n'importe quoi, je ne suis pas économiste, donc je peux dire n'importe quoi. Il se trouve quand même que j'ai fondé une entreprise qui travaille dans tous les pays, y compris la Chine, y compris les UK et autres, et je peux vous faire, quand vous voulez, la description de la mentalité d'un salarié anglais ou d'un salarié américain qui a 11% de charges sociales par rapport à ce qu'il vit de la richesse qu'il touche, par rapport à un salarié français. Oui, le net à payer n'est pas le même pour un salaire brut équivalent. Et croyez-moi,
croyez-moi, les écarts sont tellement énormes. Et donc je dis que là, il y a une solution qui est libérale et qui est considérée comme libérale, que je soutiens à 100% et qui n'est jamais exposée, qui n'est jamais tentée et dont on ne parle jamais. Ça nous amène, Valérie Rabault, à la question de la dépense sociale qui a été stigmatisée ou en tout cas désignée par l'OCDE comme étant la plus élevée au monde en France, 32% du PIB. Ça fait 660 milliards d'euros par an. Est-ce que là, il faut effectivement augmenter le net à payer en baissant la dépense sociale ? Mais il faut. Alors c'est une question de malade que je vous pose parce que c'est 6 mois de colloque, mais bon. Non, mais il faut toujours regarder ce qu'on a en face. C'est ça. Mais oui. Pourquoi faire ? C'est parler de montant de milliards, c'est pourquoi faire ? Est-ce que les gens veulent renoncer au système de protection sociale aujourd'hui en France ? Non, mais laissez-la. Mais c'est pas une caricature. C'est pas une Il y caricature. a globalement retraite, chômage et puis santé dans les trois principaux. Il y a santé et famille. qui a un gros morceau avec un Ondam à 175 milliards d'euros. Enfin, c'est-à-dire les dépenses. Objectif de dépenses d'assurance maladie. Voilà, les 80 milliards sur l'hôpital. Enfin, c'est une vraie question. Enfin, ce qui est sûr, c'est que en France, quand on regarde notre système de santé par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays, il est nettement plus performant. Si les Français disent on veut y renoncer, mais ça peut lancer un débat. Moi, je n'y suis pas favorable. Admettons qu'il y ait aussi la question des retraites qui est un énorme poste. J'observe juste, parce qu'on peut parler... Laissez-la. Elle a un déficit de temps de parole énorme. Allez-y. On peut parler de dépenses publiques. Mais quand on regarde le poids de la santé dans notre PIB par rapport à ce qui est aux États-Unis, qui est un système privé, les États-Unis sont largement plus élevés. Donc moi, plutôt que comparer dépenses publiques, dépenses privées, j'aimerais qu'on compare les postes. Je suis d'accord, mais je pense que c'est la retraite. La santé, l'hôpital. Si on faisait ça, qu'on comparait pays par pays, vous verrez que la France a une productivité nettement plus élevée. Nettement plus élevée. Alors effectivement, c'est payé essentiellement par un système public, c'est-à-dire via les cotisations qui existent. Mais ce qui compte, c'est la nature de la dépense. Et encore une fois, aux États-Unis, le poids de la santé dans le PIB est nettement plus élevé. Bon, alors il y a la santé, mais il y a la question des retraites, 13 ou 14 points de PIB aussi. Je comprends ce que vous dites, mais je voulais quand même dire que ça fait justement 20 ans que grâce au système social que le monde entier nous envie, on explique, et en utilisant le repoussoir des Américains, qui est le système, alors c'est génial, ça il suffit de dire, il y a 40 millions d'Américains qui ne sont pas couverts par l'assurance sociale, et hop, c'est terminé, on n'a plus besoin de réformer quoi que ce soit. J'ai jamais dit, et je n'ai jamais pensé, et aucune personne qui ne propose ça pense qu'il faut baisser les prestations sociales aux Français. Personne ne pense que dans ce cas, vous financez la santé, dans le secteur de la santé, personne ne pense qu'on n'a pas une bonne santé ou choses comme ça. Mais enfin, tous ceux qui sont un peu pensés sur le sujet savent qu'on peut faire des économies colossales et mettre un fonctionnement bien plus en place par la réforme, mais non. Et la modernisation. Mais non, aussi. on ne le fera jamais pour une raison très simple. Regardez l'Amérique, vous voulez être comme les Américains, et c'est comme ça qu'on ne fait rien. Et justement, vous pouvez pas dire ça. Vous pouvez pas dire ça. Il y a énormément de modernisation qui est enclenchée aujourd'hui. Je prends par exemple sur l'hôpital. Vous pouvez pas dire qu'il y a rien qui se passe. Donc ceci. Mais non, mais. On peut vouloir dire, je ne sais plus, là, je vais bannir le mot choc. Je pense qu'effectivement, les réformes, notamment sur des réformes de cette ampleur, il y a des choses qui pourraient aller plus vite, c'est ça. Un exemple tout bête, l'histoire de la chirurgie ambulatoire, quand on regarde, mais la sécurité sociale paye le même tarif pour une opération chirurgicale, qu'elle soit faite en ambulatoire ou alors s'il y a hospitalisation de nuit. À l'arrivée, c'est le même tarif de sécurité sociale pour le même acte. La question, elle est donc, non, mais c'est un détail, mon histoire. Mais est-ce que dans un système public-privé, avec des systèmes obligatoires repensés et revus, on peut, en donnant un petit peu plus de choix aux gens et en n'ayant pas tout réparti de façon unitaire et obligatoire comme on le fait aujourd'hui, économiser 15-20% sur le total sur cet aspect, comme on pourrait le faire sur la retraite, sur d'autres choses. Voilà, c'est la seule question. On répond non. Depuis 30 ans, on répond non. Donc le pays s'enfonce sur ce point-là et sur sa dette et autres. Continuons à répondre non. Mais à un moment, on sera forcé de les réformer et nous les réformerons mal. Parce que nous serons forcés et dans l'urgence et dans des mauvaises conditions. Et là, les Français, ils auront la baisse de leurs prestations. Et à ce moment-là, ceux qui auront refusé d'y penser réfléchiront à ces Mais on ira chercher tous les rapports qui ont été faits, tout est écrit. Exactement. Tout est écrit. Bon, merci infiniment d'avoir été là. Valérie Rabault, Alexis Karklins et Bruno Vandrib, on se retrouve dès lundi.